Nos collègues sont là, mais elles n'ont pas voulu venir. Mais vous les verrez à l'écran quand même. Moi, je vais juste introduire le propos. Donc, on est une équipe au sein de ce qu'on appelait avant un centre de rééducation, un centre régional de médecine physique et de réadaptation. Et quand le sujet a été proposé par les REN, mais assez rapidement, on a su vers quoi on allait aller, ce qui témoigne certainement d'un certain symptôme. Et donc, je voulais introduire en posant cette question, c'est quelle idée d'être ici? Pourquoi venir ici? On se pose souvent la question quand on vient communiquer devant un public, mais aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi cette prise de risque? La réflexion éthique au sein d'une institution, au sein d'une équipe, au sein de l'ERN, lorsqu'on est dans des groupes de travail, lorsque on donne les travaux à faire aux étudiants lors des journées étudiants citoyens, c'est toujours une prise de risque. Celle de l'engagement individuel, l'engagement collectif, celle de la remise en question, celle de la lutte du « c'est comme ça ». Et aujourd'hui, on a pris ce risque. C'est une prise de risque salutaire, essentielle. Et alors, vous faisant confiance, comme c'est nécessaire dans une instance éthique, nous allons vous dévoiler d'une certaine manière, peut-être un peu caricatural, mais à peine. Nous allons nous dévoiler. Nous allons vous proposer aujourd'hui une ouverture vers une réflexion éthique sur un point essentiel de, on pourrait dire, notre culture, de notre identité en médecine physique et en réadaptation, c'est le travail en groupal. La prise en soin groupale, son intérêt, mais également ses limites, peut-être ses travers, en ce qui nous concerne, sur le partage de l'information et le secret. Donc, merci pour votre confiance, parce que, ouais, on va se dévoiler un peu. Tout d'abord, il faut faire resituer un peu l'histoire de la discipline pour comprendre un peu notre propos et comment s'est fait cette culture du groupal dans notre clinique. On voit que jusqu'au début du XXe siècle, il y avait le regroupement des démunis, des vieillards et des infirmes, des incurables dans un même registre, c'était celui-là de la pauvreté. L'hôpital était d'abord un espace consacré à la pauvreté, et on voit qu'à partir du XVIIe siècle, il y a mis en place des organisations sociales autour de soins pour recueillir, soigner et entretenir les invalides, et d'abord les invalides de guerre. On voit qu'en 1760, Charles Miché, abbé de l'Épée, a créé une école pour les sourds muets et pauvres, avec par la suite c'est devenu un établissement public. Et on voit apparaître en 1780 les premiers écrits savants qui, on va dire, décrit les contours de la médecine physique et la rééducation. C'est des écrits concernant la gymnastique médicinale et chirurgicale ou essais sur l'utilité du mouvement ou des différents exercices du corps et du repos dans la cure des maladies. Et on voit que c'est qu'en 1924 qu'il y a le premier service en France de récupération fonctionnelle qui se crée à l'hôpital de la Salpêtrière. La médecine physique et de réadaptation est donc une spécialité assez jeune, puisqu'elle a été reconnue qu'en 1968 par l'Organisation mondiale de la santé. Et en France, la création du certificat d'études spécialisées de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne se fait qu'en 1965. Et on voit que ce terme aussi, c'est une discipline qui se cherche, parce que le terme c'est qu'en 1995 que la médecine de rééducation et réadaptation fonctionnelle redevient la médecine physique et de réadaptation. Et il y a eu bien sûr le développement dans ces années-là de toutes spécialités autour de la rééducation, l'éveil du coma, les unités de VCEPR, l'hospitalisation au domicile de rééducation. Et on voit que c'est autour de la Seconde Guerre mondiale que s'est développée cette discipline, d'abord d'une façon empirique, puis scientifique, avec tout ce qui est les thérapeutiques manuelles et physiques, les exercices, l'appareillage, la pharmacologie, les explorations fonctionnelles.
On a aussi eu évolution des modèles, puisqu'on est on est parti d'une rééducation, donc d'une restauration d'une fonction, restauration du mouvement d'un membre, à une réadaptation du handicap, à travers on va dire, réadapter la personne à une société, réinsérer une personne dans une société. Et avec cette ambiguïté autour de cette discipline où les patients vont être en attente d'une guérison, d'une récupération, avec la présence d'un handicap, d'une situation de handicap et des séquelles qui sont associées. Et on voit aussi qu'il y a une pluralité, parce qu'il va y avoir la création de tous les métiers autour de cette discipline, avec la création de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, et des psychomotriciens et d'autres aussi métiers qui vont instaurer une forme de pluridisciplinarité dans cette pratique clinique. Alors, on a voulu symboliser en fait la pratique, cette culture du groupal dans ce qu'on trouve dans la plupart des centres de rééducation en France, c'est le plateau technique, qui est un peu le lieu d'unité où va se concentrer tous les patients pris en charge et où ils vont avoir leur séance de rééducation en même temps, avec aussi tous les thérapeutes qui vont aussi se travailler dans ce plateau technique. Et on peut se demander du coup comment ce symbole, on va dire ce symbole de la discipline, ce plateau technique a été réfléchi. Est-ce qu'il y a une réelle réflexion dans l'histoire de cette discipline de regrouper les patients pour qu'ils puissent bénéficier de leurs soins, ou si c'était une mise en place dans une culture qui s'est faite avec le temps. Et on peut s'apercevoir qu'il y a une mise en place qui est surtout guidée par des aspects médico-économiques, parce qu'on peut prendre plusieurs patients en même temps, on peut donner la chance à plusieurs patients, ça permet de prendre plusieurs patients, et aussi d'optimisation du temps de rééducation, du temps de repos, de pouvoir surveiller les patients et aussi de regrouper les professionnels dans un même lieu. Et donc, du coup, on a aussi eu une culture du groupal qui s'est aussi, on va dire, créée au sein de tous ces métiers qui gravitent autour du patient, avec une culture de la vision holistique, de l'interrogation collégiale, avec une mise en place de synthèse pluridisciplinaire, la prise en compte aussi de la complexité du handicap, mais au risque aussi de la pensée unique d'une équipe qui va avoir qu'une seule façon de travailler autour du patient et autour du groupe de patients qui est pris en charge. Mais on peut aussi se poser aussi la question, voire même de la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va dépasser notre vision professionnelle pour tendre vers une combinaison des différents points de vue des professionnels. Alors on connaît les bénéfices de la prise en soin groupale, c'est aussi l'effet de groupe, c'est d'augmenter les stimulations, la cognition sociale, l'attention, les régulations des comportements, l'inhibition, de rompre l'isolement de la personne face à son vécu de la situation, son vécu de la maladie, de sa situation de handicap, développer l'entraide avec cette notion de collectif, de cohésion, de sentiment d'appartenance et d'une adaptation plus souple à la réalité sociale, puisque le patient va devoir exposer son handicap dans la réalité. On a aussi l'approche systémique, c'est-à-dire le partage d'expériences comme une ressource pour les professionnels, mais aussi pour les patients. Alors on ne retrouve pas dans la littérature une plus-value pour la récupération fonctionnelle et pour avoir une rééducation plus efficace dans une culture de faire la rééducation et des soins en groupe. Mais on peut partir du principe du primum non nocere. On sait que ça ne fait pas de mal au patient, donc on adopte un peu cette prise en charge. Mais bien sûr, cela peut amener des dilemmes éthiques. Est-ce qu'on ne nuit pas au patient à avoir cette culture-là et cette pratique-là,
cette façon de faire-là, par tout ce qui est, ce qu'on retrouve dans les textes fondateurs, c'est tout ce qui est vis-à-vis de l'autonomie, l'exercice du consentement, la bienfaisance, la non-malfaisance, tout ce qui est affaire de discrimination, stigmatisation, la confidentialité, et savoir aussi ce qui est les questionnements autour de l'autonomie et de l'absence de choix, de devoir faire de leur éducation en côtoyant d'autres patients aussi atteints d'un handicap ou d'une maladie. On peut se poser aussi, du coup, par rapport au propos et à la terminalétique de ce jour-là, c'est le consentement. Le consentement après une information claire et explicite, parce qu'elle est présente dans les observations et compte rendu dès le début de la prise en charge du patient, mais quid des patients avec les atteintes neurologiques, dans sa temporalité de comprendre son handicap, et aussi dans tous les mécanismes de défense, dans son vécu de la maladie et de sa situation de handicap. Et on peut se demander aussi, dans une communauté de patients, dans un groupe de patients, s'il n'y a pas une révélation implicite de diagnostic, puisqu'il va exposer son handicap à la vue de tous. Pouf pouf. Bonjour Madame Chantrollet. Pour l'entretien aujourd'hui, j'aimerais connaître vos loisirs. Avant l'accident, j'avais beaucoup fait en sport. Surtout du tennis. Du tennis? Ouais. Beaucoup de tennis. Combien de fois par semaine? 2 fois. Allez, posez alors. Bonjour Madame. Bonjour. On est en entretien. Je viendrai vous voir juste après. Alicia? Oui, ce matin, t'es pas venue. Oui, mais je vais venir cet après-midi. Après, j'aime bien aussi. Alicia? Attendez, je suis en entretien, je reviens vous voir juste après. Mais le matin, tu viens pas? Oui, je reviendrai. On va programmer ça. Là, je suis avec Quentin. Du coup, par rapport au loisir, j'aime beaucoup la couture. Ouais. Je fais des petites créations pour... Ce qui peut nous questionner en fait dans notre pratique, c'est où est le respect de la vie privée de la personne et de l'intimité quand on s'entretient avec un patient, quand on réalise nos séances dans ce plateau technique avec les patients et ce qu'on en fait des informations qui sont dites par le patient. Et on peut aussi mettre ça en lien aussi avec l'évolution des pathologies qui sont prises en charge dans notre clinique, c'est que c'est une évolution vers de l'orthotraumato, vers la neurologie, avec des handicaps de plus en plus complexes, avec des pertes d'autonomie de plus en plus importantes, des atteintes cognitives, une vulnérabilité des patientes aussi présente, avec l'incapacité à s'opposer, avec des manifestations non contrôlées de comportement. Peut-être ce qui apparaît pas parce que le son n'était pas bon, mais ce qu'on a voulu jouer là, c'est vous avez un entretien avec une personne qui répond sur ses habitudes de vie et la personne qui est sur cette table à verticaliser avec ses atteintes cognitives, comme on peut rencontrer dans les centres de rééducation, et dans un comportement désinhibé, va intervenir, va interpeller. Donc elle est à la fois témoin de l'entretien, en quelque sorte, et à la fois dans le dévoilement de sa propre atteinte, elle dévoile quelque chose de ce qui est sa situation de handicap, pour le coup, qui est notamment au niveau cognitif, au niveau du comportement. Et on peut se poser la question aussi, c'est que cette situation concerne principalement les personnes vulnérables, mais est-ce qu'on ne rend pas les personnes de plus aussi vulnérables par notre prise en soin et notre rééducation? Allez, je vais fléchir votre hanche, madame. Allez, je vais doucement. Allez, c'est bien. Soufflez bien.
ça tire. Ouais, c'est normal d'avoir un peu mal. Ouais, c'est bien. Tu peux faire encore 3 allers-retours comme ça. Et après, tu pourras faire une pause. Allez, tranquillement. Allez, je vais un peu plus loin. Soufflez bien pendant l'exercice. Allez, je relâche. Allez, très bien. Donc là, on était sur la situation du kinésithérapeute qui donne des consignes de marche et en même temps qui est dans la mobilisation de quelqu'un qui a particulièrement mal. Donc encore une fois, dans cette double, c'est-à-dire que cette douleur, elle est visible par les autres, elle peut être aussi choquante pour les autres patients. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer dans celle-ci. Et à travers aussi, du coup, de cette exposition, en fait, à l'autre, c'est aussi, on voit l'autre aussi comme miroir de soi. Qu'est-ce qui nous fait interroger sur notre propre situation, sur notre vécu de notre propre handicap, et aussi ce qu'on fait des informations qui sont fournies par la situation de soins qui est vue, et aussi ce que ça peut engendrer en termes de violence temporelle aussi au niveau de la prise de conscience en fait de ce qu'on est en train de vivre dans nos séances, et aussi dans notre vécu de la situation de handicap. Et c'est aussi ce qu'on a voulu aussi dans cette vidéo mettre en avant, c'est aussi la notion d'écoute du thérapeute. C'est que si une information veut être prise en compte par le thérapeute, il faut que aussi qu'il puisse avoir le temps d'écoute dédié à la patiente. Effectivement, quand vous êtes dans une prise en soins groupale, quel temps met le thérapeute? Qu'est-ce qu'il comprend des informations que lui donne le patient? Et ce qu'il en fait? Ce qu'on peut rajouter aussi sur cette phrase que l'on entend dans des entretiens individuels, dans un centre de rééducation, quand je vois ce qu'il y a, je ne peux pas me plaindre. C'est aussi ce qu'impose le groupal, c'est-à-dire que dans un centre de rééducation, vous avez des personnes amputées, tétraplégiques, paraplégiques, brûlées, en état de conscience minimale. Eh bien, vous allez avoir dans l'entretien individuel quelque chose aussi qui peut s'arrêter, se bloquer par cette vision du groupal, par cette vision de la souffrance de l'autre, qui est d'une certaine manière imposée par notre fonctionnement, ce qu'on ne trouve pas dans un entretien chez le médecin, dans le cabinet par exemple. Madame, on se réveille. Madame, qu'est-ce que tu peux me dire sur la patiente? Madame Dupuis, depuis elle a 32 ans, elle est là parce qu'elle a eu un accident dans la publique il y a un mois et demi. Elle a traumatisé la crânienne cérébrale avec un trauma de 2 semaines. Elle s'est arrêtée en voiture, en véhicule léger, anxiolytique, alcoolisé, alcoolisé. Donc là, elle est actuellement double hémiplégie, il n'y a pas de communication orale, elle suit du regard, elle a besoin d'aide pour toute la vie quotidienne, l'habillage, la toilette, elle porte une protection aussi. Cette dame, elle vit dans la campagne, elle vit seule, elle est séparée de son conjoint, elle a 2 enfants dont elle a la garde et 1 dont elle a la garde. Donc là, c'est une vidéo qu'on avait intitulée La visite. La visite, bon, encore une fois, on est peut-être dans la caricature, mais si vous avez été patient, si vous avez été dans certains services, on sait qu'il peut y avoir ce fonctionnement-là. Et on sait que le secret médical, qui était, donc on rappelle, qui fait partie du serment d'Hippocrate, qui était une obligation morale et qui a été ensuite encadré dans la loi pour un souci de protéger le patient et pour aussi fournir des soins de qualité, parce que comme Bernard Werny le dit, il n'y a pas de soins de qualité sans confidence, de confidence sans confiance et de confiance sans secret. Mais comment on peut recueillir la confidence quand on est amené à travailler dans un lieu de soins groupal où plusieurs patients se côtoient, et
que fait-on de notre vigilance aussi à travers les informations que l'on détient et ce qu'on veut délivrer aussi dans notre environnement de travail. Et on sait que du coup, la loi de santé 2016, le secret médical est devenu un secret professionnel. Et on vous rappelle cet article du Code de la santé publique, parce que nous, on travaille aussi dans une culture du groupal, aussi entre professionnels de santé, parce que plusieurs corps de métier gravitent autour de patients, tous les métiers de la rééducation, les médecins, les assistantes sociales et les psychologues. Et au sein de ce groupe pluridisciplinaire, on n'a pas tous la même culture professionnelle. Par exemple, pour les psychologues, c'est une des problématiques, c'est-à-dire que faire équipe tout en défendant l'idée qu'il y a certaines choses qui ne pourront pas être révélées, alors qu'à côté de ça, on a une volonté de travailler dans le pluri, dans le transdisciplinaire, ça peut être complexe. Donc il y a des professions qui n'ont pas du tout la même culture au départ. Les kinés, par exemple, vous avez l'habitude de travailler ensemble dans un même lieu. C'est pas le fait des psychologues, des assistantes sociales, par exemple, aussi. Et donc on vient sur ce secret partagé qui est un échange d'informations à propos d'un patient entre les professionnels de santé afin d'assurer la continuité des soins et de terminer la meilleure prise en charge. Mais où en sont les patients dans notre culture professionnelle? Est-ce qu'ils sont au fait que on discute de l'aspect à travers qu'est-ce qu'ils connaissent tous les corps de métier qui gravitent autour d'eux? Est-ce que les familles connaissent un peu notre culture du groupal? Est-ce qu'ils savent comment les gens travaillent autour de leurs proches? Et aussi ce qui est dit lors des synthèses pluridisciplinaires et entre les professionnels, avec ce risque d'objectivation du patient. Ah, ça marchait. C'est pour bien toi, allez. Allez, vas-y. Monter un peu plus haut. Ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Ça va. Vous avez passé une bonne nuit? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Oui, allô? Oui, écoutez, le patient nous a fait une hyperthermie, on a fait un bilan, des hémocultures. Du coup, vous avez une bonne heure. Comment ça se fait? Merci de votre C'est appel. d'habitude, quand il finit le travail, il vient nous voir. On m'a tapé. Ah oui? Ça va? Ça va que ça? C'est étrange quand même. Ah, je les connais pas. Donc, ce qu'on voulait vous présenter, alors vous avez compris pourquoi je parlais un peu de prise de risque. Je n'ai pas précisé, c'est que des collègues acteurs. Hein. On s'est dit, si on présente des patients sans les flouter à l'ERN, on va se faire mettre dehors, et ce serait normal. Donc non, ce sont des collègues, comédiens amateurs, hein. Mais moi je les trouve très bons. On voit plus leur expérience clinique que leur talent de comédien, je pense. On voit leur sens de l'observation. Mais ce qu'on voulait vous montrer dans cette démarche, c'était par rapport à cette question où on n'a pas retrouvé de plus-value fonctionnelle. Pourtant, on s'inscrit là-dedans. Pourtant, les patients, en tout cas, ne s'en plaignent pas, voire trouvent un intérêt aussi dans ce fonctionnement-là. Néanmoins, ça nous demande cette vigilance, et l'éthique, me semble-t-il, la réflexion éthique, c'est toujours cette vigilance de tendre vers une réflexion. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter, en espérant que ça ouvre à d'autres questionnements, parce que j'ai vu quelques têtes qui hochent, quelques sourires, parce que effectivement, que ce soit la visite, la dernière scène, qui rassemble un peu tout ça, peut-être qu'il y a d'autres champs, et peut-être vous pourrez en parler, d'autres champs cliniques où cette question-là ne se pose pas, on fait comme ça. Moi je pense que l'éthique c'est lutter contre le c'est comme ça avant tout. Donc voilà, voilà pourquoi on voulait vous présenter toutes ces séquences. Les acteurs, ils ont aussi changé leur rôle, c'est-à-dire que le médecin a fait le patient, le kiné a fait le patient, l'ergo, enfin ils ont tous changé leur rôle. Merci beaucoup. Je me présente rapidement, donc Léa Castanon, donc responsable de la partie rouennaise de l'ERN.
Merci pour cette présentation qui, je trouve, les vidéos, ça exemplifie bien. Et ce qui est, moi, je ne suis pas soignante et pourtant, il y a des trucs qui m'ont... ça m'a pas choquée. Ça m'a choquée sans me choquer. Donc je pense que c'était un apport important. Je vais passer les questions dans la salle. J'ai moi 2 petites choses. La première, c'est sur une remarque. Vous avez évoqué le passage du secret médical au secret professionnel. Et on a beaucoup parlé du sanitaire, du médico-social. Et nous, on intervient beaucoup dans le social. Et c'est un sujet au cœur de tout parce que là, il y a cette question des différents partenaires, des travailleurs sociaux encore trop souvent exclus du secret professionnel au titre qu'ils ne sont pas toujours identifiés comme professionnels de santé. Et on sent que c'est un travail qui est à mener. Les travailleurs sociaux sont parfois en marge de certaines informations, ils s'en plaignent, donc il y a un travail à mener. Et la deuxième, c'est si on se base sur l'éveil, je pense à l'unité d'éveil, vous avez parlé de la question du miroir, le fait de voir l'évolution d'autres patients, est-ce que ça crée? Et si je pousse la question, quelle est la place des familles dans ces unités qui voient des éveils à des stades extrêmement différenciés, certains qui vont se passer très bien, puis d'autres qui vont malheureusement se stopper un peu plus tôt. Quel rapport vous avez à cette question du coup de cette information qui se délivre par elle-même sur les stades de l'éveil à des familles qui du coup peuvent en attendre beaucoup parfois? Pour le coup, la clinique de l'éveil de coma, c'est vraiment le cœur de métier. Ça soulève toutes ces questions-là et ça soulève aussi, ça se prolonge avec les échanges qu'on a avec la réanimation. C'est-à-dire qu'on voit toutes les limites de la loi et toutes les précautions, la vigilance qu'on doit avoir. Un des principes, par exemple, mais c'est un principe, c'est-à-dire qu'on est face à des patients en conscience altérée, on défend comme principe et aussi, c'est pas le sujet là, mais avec des raisons cliniques, le fait que le patient soit toujours présent aux entretiens. Alors qu'effectivement, le patient, il n'est pas conscient de son état, il n'est pas capable d'exprimer une demande, une plainte. C'est la famille qui va bien s'exprimer, donc au maximum, et on tient ça comme principe, et on les défend aux familles, ça surprend même les familles, que le patient soit présent. Moi j'ai vraiment des situations d'entretien où la famille me dit « mais vous pensez qu'un jour il va reparler, par exemple, ou remanger ?» Et par principe clinique, mais aussi éthique, je m'adresse au patient, qui peut être en tout début d'éveil de coma. Je vais dire, votre mère pose une question importante, effectivement, elle s'interroge, elle s'inquiète, elle voudrait savoir. Donc on essaye de... Vraiment, c'est cette clinique, moi, que j'appelle de la précarité subjective, l'endroit où on ne peut pas dire je veux, je ne veux pas, je suis, où on existe d'abord par le dossier médical, en réanimation, ou parce que raconte la famille. On est dans cette vigilance-là, mais ça reste qu'une vigilance. On voit bien qu'il y a plein de zones où les principes éthiques sont bafoués, c'est peut-être un grand mot, mais sont mis à mal. La loi est mise à mal. On le voit bien dans la question de la personne de confiance. Quand vous arrivez en réanimation après un accident, que ce soit un accident neurologique, un accident de la route, et qu'on sait que la majorité des personnes ne peuvent pas et n'ont pas déterminé des directives anticipées une personne de confiance, pourtant les équipes ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Donc on joue sur les mots. Des fois on ne joue pas sur les mots, on appelle personne de confiance alors que ça ne l'est pas. On parle de personne référente, mais la personne référente, elle s'est autodéterminée, c'est la famille, c'est pas le patient. Donc on est dans des situations très limites, mais c'est justement là, à mon avis, qu'on est obligé de travailler encore plus ces questions-là. Bonjour, Anne-Hélène Bouchou, diététicienne au CHU de Rouen en ORL et en médecine interne. Alors, dans notre profession, on va avoir des repas thérapeutiques où effectivement, de fait, avec la convivialité, parce que c'est important aussi, et c'est là où devrait s'exprimer d'ailleurs le choix du patient, premier lieu peut-être le repas. Effectivement, les patients sont tous ensemble et le soin se fait collectivement, se fait en convivialité. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus, parce que ce qui se joue au cours de ce repas, pas à l'insu tant que ça du patient, c'est ce qui va se rejouer ensuite à l'extérieur. Les petites remarques insidieuses de certains patients, parfois entre eux, « Ah bah tiens, toi t'es diabétique, mais t'as choisi une crème dessert sucrée. » Ça va se rejouer à l'extérieur. Et effectivement, nous, dans le soin, dans la bienveillance, de voir un petit peu comment le patient va pouvoir défendre son choix, qui peut tout à fait passer, je dirais, dans l'alimentation thérapeutique, c'est important aussi.
Et c'est peut-être avec nous, dans le lieu de soins, où il doit commencer à s'entraîner à ça aussi. Peut-être juste là où on doit être vigilant, c'est que vous parliez de la convivialité, le choix du repas, la convivialité, moi je choisis avec qui je vais manger, je choisis si je veux manger tout seul, je choisis ce que je veux montrer à l'autre. Dans notre univers, c'est un peu plus compliqué. On parle, on essaye, on voit bien que les institutions essayent de créer une sorte de communauté de patients. Les patients créent ça entre eux. Mais on voit aussi tout le côté artificiel de cela. Alors bien sûr, il va y avoir des liens forts entre certains patients, des liens qui vont se terminer après, mais il y a quelque chose d'imposé quand même, me semble-t-il, dans tout ce qu'on met en place, même à ce niveau-là. Mehdi Boustache, je suis médecin en réanimation au Havre. Merci d'avoir précisé pour la réanimation, on fait comme on peut. Effectivement, c'est bien de bousculer notre quotidien. Alors on appelle l'interlocuteur privilégié celui qui n'est pas la personne de confiance. On met un mot, voilà, c'est juste une petite remarque. C'était juste une petite remarque pour vous remercier de bousculer notre quotidien, notre vécu groupal, du coup, nous, soignants, médico-soignants. C'est tout. Nous, on a cette réflexion avec nos collègues en réanimation, hein, vraiment, parce que justement, on échange beaucoup sur ces dimensions-là, parce qu'on est dans le post-réanimation juste. Bonjour, moi je suis psychologue sur une équipe mobile de soins palliatifs et en gériatrie. Est-ce que vous êtes confronté à des patients qui refusent la salle commune? Je pense que s'il le refuse, la place du refus, elle est aussi interrogée. C'est-à-dire que je crois qu'on a très peu de patients qui refusent, mais qui peuvent manifester de manière différente, ce qui serait une sorte de refus. Et puis derrière le refus, il y a quelque chose aussi, moi je trouve qu'il y a ses limites, c'est qu'on peut dire, on offre aux patients, vous savez, c'est comme vous avez le droit de prendre un autre avis. Ben, en rééducation, on est très limité, on est centre régional, vous avez le droit d'aller dans un autre centre régional, mais à 100 km. Donc le refus, la place du refus, la place de la liberté de choisir, je pense qu'il y a des champs cliniques dans lesquels c'est très limité, et c'est une question pas que clinique, politique, quoi. On l'impose. C'est pour ça que dans notre présentation, on n'est pas dans une présentation masochiste, on dit, on pense au primum non nocere, mais néanmoins, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on impose et où la place du refus, elle est toute petite. Parce que parfois, effectivement, le reflet de l'autre peut être aussi difficile pour la personne elle-même, et de se confronter à ça dans une salle commune, ça peut être aussi très difficile psychologiquement pour la personne, quoi. Mais c'est un choix sociétal, c'est-à-dire qu'on rassemble les patients par leur communauté de pathologie, par exemple, ou d'âge, ou de type de handicap. Donc, mais effectivement, on est dans ces limites-là. On ne peut pas leur permettre enfin, on n'a pas la possibilité de leur proposer autre chose. Je pense qu'il y a possibilité. Nous, on voit, il y a des moments où l'entretien, où le kiné va prendre à part, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose de plus complexe, de plus difficile émotionnellement ou fonctionnellement. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans l'illusion de cette liberté. Cette liberté, elle est tout à fait limitée. Tout n'est pas acheté, hein, mais elle est tout à fait limitée, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je voulais juste reconceptualiser un peu les choses, parce qu'il y a plein de choses dans votre intervention, mais il y a quand même des choses bien distinctes. Il y a ce qui relève vraiment de la violation du secret, il y a des comportements de professionnels. Alors moi, je suis un peu le militant du sujet, et quand on voit dans la visio, effectivement, un professionnel qui parle totalement de la vie de la personne, alors que derrière, il y a l'autre patient sur les deux barres parallèles, ok, on est tous d'accord. Ça, pour moi, c'est un manquement, sans le judiciariser pourtant, mais à la question de nos habitudes. Il faut changer nos habitudes, on peut changer nos habitudes. Et ça, c'est une vraie violation du secret. Enfin, il faut quand même le rappeler, c'est à la limite même de la faute. Enfin, je suis un peu violent en disant ça, mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'il faut se contraindre à changer les organisations de service quand on peut le faire. Et puis, il y a les autres choses qui sont d'ordre structurel.
Jamais on nous reprochera le fait qu'on a des limitations de moyens ou des habitudes des organisations de service, et où finalement la seule liberté qui existe, et je mettrai les patients qui ne peuvent pas l'exercer à part, c'est les patients qui peuvent dire « moi je ne veux pas y aller, parce que cette structure ne me plaît pas », mais ce n'est pas une violation du secret, c'est une violation du non-respect du choix de la personne, d'accord? Donc il faut lui donner le choix, et quelque part où nos cultures doivent s'habituer, c'est à dire « mais finalement est-ce qu'on l'accepte ce refus ?» Parce qu'il faut être franc, hein, de temps en temps, le patient qui dit « je ne veux pas aller dans la salle commune » ou « ça me dérange », c'est celui qui dérange. Guillaume n'est pas là, mais comme il dit, la liberté du patient, on l'aime bien quand ça va dans le sens des équipes. Hein, d'accord ? Voilà. Donc il y a ça, et puis il reste un volet, à mon avis, qui est un indicible éthique, c'est quand le patient ne peut pas verbaliser, ne peut pas choisir. Mais là, il ne faut pas avoir de honte dans le champ de l'éthique, à dire que la bienveillance et que les concepts de bienfaisance sont peut-être des fois supérieurs au celui de l'autonomie, parce qu'au bout du bout, voilà, c'est une forme d'ingérence qui fait que, oui, on fait ça quand même pour le bien des personnes aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi avoir des repères un peu clairs de temps en temps, de se dire respect des choix des patients, il faut les promouvoir, et lutter contre nos habitudes culturelles sur les violations du secret implicite, moi le premier, hein. Il faut être hyper vigilant, quoi, hyper vigilant. Et donc moi les petites vidéos, je les prends parce que je pense que pour les étudiants en santé dont je m'occupe, ça peut les permettre de réfléchir. Je ne sais pas s'il y a un copyright des herbiers sur le sujet, mais je pense que c'est à travers aussi ces échanges qu'on a qu'on va changer petit à petit nos habitudes organisationnelles dans les équipes. Il faut voir avec les agents des actrices et des acteurs. On leur fera des royalties et on pourra faire un festival de Cannes à Normandie sur le film pédagogique. Et je pense que ce que tu dis est tout à fait juste, mais ça rejoint ce qu'on disait sur le refus, c'est-à-dire que la liberté de choix, ça va dépendre aussi, je pense qu'il y a des territoires et des situations cliniques où malheureusement, ça pourrait même être une certaine violence de le donner comme ça, parce qu'on dit, voilà, vous avez besoin de nous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, j'arrive. Bonjour, donc je suis Madame Carpentier, je suis responsable de l'EHPAD de Belle Étoile. J'ai vraiment apprécié les vidéos et je voulais savoir s'il y avait eu un changement de pratique de la part des professionnels, parce que vous avez mis en lumière effectivement les dangers de l'information en groupe. Est-ce qu'il y a eu du coup des modifications sur la visite ou sur d'autres choses? Ces vidéos, elles datent d'il y a une semaine. Parce que quand on a pensé, en fait, quand il y a eu le thème qui est sorti, nous tout de suite on a pensé à ça. Et on a réfléchi à comment vous restituer ça. Il y avait la possibilité de jouer, on s'est dit ça va être compliqué. Donc des pratiques qui ont changé depuis ça, non. Mais je dirais, et notamment avec la création de l'unité d'éveil de coma, qui demande à réfléchir beaucoup sur la place du patient. Il y a une vigilance, il y a quelque chose. Je ne pense pas que ce soit forcément... Notre groupe de réflexion éthique a ce rôle aussi, mais simplement dans les pratiques cliniques, il y a des choses qui ont changé à partir du moment où on est passé de la rééducation fonctionnelle plus classique, orthopédique, neurologique plus classique, à une étape plus précoce avec ces patients en état de conscience altérée. Là, il me semble qu'il y a une sorte d'éclairage. Alors c'est toujours les situations un peu paradigmatiques qui permettent de réfléchir et puis d'élargir un peu à d'autres choses. Donc le changement de pratique, il est dans la vigilance. Après, ça reste complexe, et puis il y a le principe de réalité. C'est-à-dire que, comme on disait, on a parlé de culture. Donc changer une culture, c'est quelque chose de long, complexe. Mais c'est pour ça qu'on y réfléchit ensemble et qu'on vient en parler.